Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans le New Jersey en 1948. Deux jeunes gens sont en train de passer une soirée, ce sont des amis. Il y a un blanc et un noir. Ils entrent dans un restaurant et évidemment, on rappelle dans ce restaurant à l'un des deux que les noirs ne sont pas les bienvenus. Ce garçon est un peu sous l'empire de l'alcool probablement. En tout cas, il est furieux. Il sort, il va marcher seul, ruminer son humiliation jusqu'à un restaurant beaucoup plus chic que le premier, où il entre, il s'assied à une table et là il attend. Autant dire qu'il est prêt à en découdre et évidemment, une serveuse ne va pas tarder à arriver et à lui rappeler la même règle. Et là il craque. Il n'y avait rien d'autre sur la table qu'une carafe ordinaire à moitié remplie d'eau. Je m'en saisis et la jetai sur elle de toutes mes forces, écrira-t-il. Elle se baissa, je la ratai et la carafe explosa sur le miroir derrière le bar. Et à ce bruit, mon sang gelé se mit brutalement à fondre dans mes veines. Je revins à moi. Je vis pour la première fois le restaurant, les gens bouche bée qui se levaient déjà, me semble-t-il, comme un seul homme, et je pris conscience de ce que j'avais fait, et d'où j'étais, et j'eus peur. Et c'est son ami, celui avec lequel il était dans le premier restaurant, qui va arriver et qui va le sauver à la dernière minute. Voilà l'épisode fondateur à l'origine de l'engagement sans faille de James Baldwin en faveur des minorités de couleur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'est pas seulement noir, James Baldwin, il est aussi homosexuel. Autant vous dire que sa vie n'est pas simple dans le Harlem de l'après-guerre. Il va avoir besoin vraiment de changer d'air. Un matin, il se lève discrètement, la maisonnée est encore endormie, il passe à pas feutrés devant les chambres de sa mère et de ses frères et sœurs. Il n'a que $40 en poche, mais il est très déterminé. Il a une idée qu'il a ruminée depuis déjà un certain temps. Il veut prendre un vol pour Paris, car il a entendu parler de Paris, bien entendu. Il sait que là-bas, il y a beaucoup d'expatriés américains qui, dans cette ville lumière, comme on dit dans l'après-guerre, offrent des possibilités immenses. Et il va donc arriver à Paris, où il va sympathiser avec beaucoup de garçons de son âge. On se retrouve le soir dans les cafés. C'est l'époque du quartier latin, bien entendu, de Saint-Germain-des-Prés, les bars, la vie de bohème, entre vapeur d'alcool et fumée de cigarettes, avec les rencontres d'un soir, les conversations qui paraissent futiles, mais qui vont créer quelque chose pour plus tard. Dans sa volonté de s'installer à Paris, il y a chez James Baldwin l'envie de fuir la ségrégation aux États-Unis et l'homophobie, bien sûr, mais il y a aussi la volonté de se consacrer à l'écriture. Alors on le voit dans des hôtels un peu bas de gamme, il vit rue du Dragon, il a très peu de moyens, il vit rue de Verneuil où il va s'installer durablement. Fréquente les cafés, les restaurants bien sûr, mais aussi les magasins, les musées, les jardins. Et là, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, il n'est pas vraiment, même quasiment pas rejeté pour sa couleur de peau. Autre avantage de ces lieux dans cette période de l'après-guerre, c'est qu'ils sont bien chauffés, ce qui n'est pas le cas de toutes les chambres d'hôtel où il habite. C'est au Café de Flore qu'il va faire la connaissance de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, qui sont un peu les gourous de cette époque. Le Tournon, les Deux Magots, voilà les cafés qu'il fréquente régulièrement. Également pas mal de clubs gays, comme on ne disait pas à l'époque dans la capitale. L'Abbaye, la Reine Blanche, le Montana, le Fiacre, que Baldwin décrira dans son grand livre parisien qui paraît en 1956 et qui s'appelle « La chambre de Giovanni ». Il va aussi passer du temps plus à l'est de Paris, à la rencontre des Algériens de Belleville. Il y a une vie de quartier extraordinaire dans le Belleville de l'époque. On trouvera ça dans un autre livre qui lui date de 1972 et qui s'appelle « Chassé de la lumière ». Il aime Paris, Baldwin. Nous traversions les halles en chantant, raconte-t-il. Nous aimions chaque centimètre de la France. Les jam sessions à Pigalle, les nuits passées à fumer dans les cafés arabes, les matinées où nous nous remémorions nos exploits dans les cafés ouvriers. Alors, ça ne veut pas dire que tout soit parfait à Paris et en France, loin de là. À la fin de 49, d'ailleurs, il y a un épisode terrible et humiliant qui va lui rappeler ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'il va être accusé d'avoir volé des draps dans son sinistre hôtel de la rue du Bac. Et il va, pour cette raison-là, passer 8 jours de prison à Fresnes.
ça ne l'empêche pas de continuer à se concentrer sur son travail. Il publie pas mal d'articles en anglais. Et puis, voilà son premier roman qui s'appelle La Conversion en 1953, où il aborde sa relation avec son beau-père, sujet qu'il va reprendre dans une série d'essais plus tard. Tout ça sera regroupé dans les Chroniques d'un enfant du pays, peut-être de son œuvre, je vais dire la plus connue, une des plus connues en tout cas. Décembre 55, vous savez que c'est l'affaire Rosa Parks, cette histoire qu'on raconte souvent, cette femme noire qui, dans la ville de Montgomery, refuse d'obéir au chauffeur d'un bus qui la sommait de laisser sa place à un blanc pour aller s'asseoir au fond du bus. Baldwin est frappé par les articles qu'il lit à ce sujet, par ce qui est en train de naître aux États-Unis, qui est en train de devenir la lutte pour les droits civiques. Eh bien, il va retraverser l'Atlantique et devenir un des porte-paroles de cette lutte-là. Harlem, c'est le point nodal de la grande migration, et c'est là que James Arthur Jones, c'est son nom de naissance, va voir le jour le 2 août 1924. Il faut peut-être revenir sur cette origine et sur cette enfance, parce que il faut comprendre que James est le fruit d'une relation illégitime. D'ailleurs, il ne connaîtra pas son père biologique. Heureusement, il y a cette mère qui va le couver d'un amour inconditionnel, peut-être un peu étouffant d'ailleurs. 3 ans plus tard, sa mère va épouser David Baldwin, qui va le donner son nom. C'est un prédicateur du culte baptiste. Et il adopte James à l'âge de 3 ans. C'est pour ça que ça devient James Baldwin. Ce prédicateur a fui le sud des États-Unis en espérant trouver au nord des conditions plus favorables. Je dis bien en espérant. Et la nombreuse famille de Baldwin, parce que David a eu de son premier mariage pas mal d'enfants, cette famille est ballottée d'un appartement à l'autre au gré des heures et malheurs de David. Disons les choses, ils sont à la merci des propriétaires. C'est une vie difficile, on souffre des privations dues à la situation économique. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine crise de 1929, là. Notamment quand on voit le petit Jimmy, comme on l'appelle, on le trouve bien chétif. On a bien l'impression qu'il ne mange pas à sa faim tous les jours. Il y a un médecin qui dit qu'il ne vivra pas plus de 5 ans. Ça vous donne une idée. Dans Ici Dragon, Here Be Dragons, voici ce que racontera plus tard James Baldwin. J'ai commencé à battre le pavé quand j'avais 6 ou 7 ans, comme la plupart des gamins noirs de ma génération, à faire des courses, des petits boulots. C'était dans le monde noir, mon territoire, ce qui veut dire que je me sentais protégé. Et je crois que je l'étais effectivement, même si la pauvreté est ce qu'elle est, et si nous faisions partie des véritables nécessiteux, si je peux m'exprimer ainsi, et ce malgré les boîtes de corned beef et aussi les pruneaux que nous donnait chaque semaine le secours alimentaire. Une fois, mon père m'a donné un dime, le dernier à la maison, je ne le savais pas, afin d'aller au magasin acheter du kérosène pour la cuisinière. J'ai glissé sur le trottoir verglacé, la pièce m'a échappé, je l'ai perdue. Et mon père m'a frappé à l'aide d'un cordon de fer à repasser, depuis la cuisine jusqu'à la pièce du fond et retour, jusqu'à ce que je m'affale à plat ventre sur le sol à moitié évanoui. Bon, ça fait partie de ces jeunesses extrêmes, de ces enfances extrêmement difficiles. Ce qui n'empêche pas James d'être un très bon élève, talentueux, prometteur, ce qui lui vaut les vexations de ses camarades. Il évoquera aussi ces années difficiles. J'étais physiquement une cible, dit-il. Ça me portait préjudice d'être le garçon le plus brillant de l'école et j'ai souffert. Alors, on peut dire que je détestais vraiment ça. Une enseignante va le prendre en affection. C'est une blanche, elle s'appelle Orilla Miller. Elle a compris tout ce qu'il y a tout le potentiel de ce garçon et elle va l'aider à perfectionner sa culture. Elle discute avec lui littérature, elle lui prête des livres, elle l'emmène au cinéma. Bon, c'est la grande époque du cinéma hollywoodien, bien sûr. Baldwin va devenir un passionné du grand écran. Et grâce à Orilla, il va même aller au théâtre. Il assiste dans la mise en scène d'Orson Welles, s'il vous plaît, à Macbeth. Et dans cette production, je ne sais pas si vous vous rappelez ce cas incroyable, cette volonté de Welles, tous les comédiens étaient noirs. On avait transposé l'action, on n'était plus du tout dans l'Écosse, là, on était à Haïti. Révélation incroyable pour lui, de quoi lui faire oublier ce physique peut-être pas tout à fait avantageux. Son père n'arrête pas de lui dire qu'il est laid. Il n'était pas grand, c'est vrai, nous dit son biographe Yannick Blake dans sa biographie parue chez Folio Bio.
Il n'était pas grand, ses yeux globuleux marquaient un visage presque émacié, au profil que certains trouveraient ingrat, c'est vrai aussi. Le front large, le nez camus, les lèvres épaisses, tout autant de traits qui le caractérisaient, une tête oblongue posée sur un corps chétif, au contraire de nombreux garçons noirs de son âge à la force brutale et au tempérament impétueux. Il faut dire qu'avec la grande migration, il y a beaucoup d'artistes et d'intellectuels qui se sont établis à Harlem avec la naissance d'une identité afro-américaine qui va se développer. Il y a tout un mouvement culturel qu'on appellera la Renaissance de Harlem, où des poètes, par exemple, comme Countee Cullen et d'autres, vont essayer de porter un nouveau regard sur la communauté. C'est un des deux professeurs qui prennent James sous leur aile à son arrivée dans le secondaire, ce Countee Cullen. L'autre se nomme Herman Porter, deux professeurs qui en quelque sorte vont être pour lui des 3 et 4e pères, si je puis dire, en tout cas des pères de substitution. Alors au moment de l'adolescence, il va essayer de trouver refuge dans la religion, James. Il se fait prêcheur, il a beaucoup de talent d'ailleurs, et les foules de fidèles l'acclament. Ses sermons lui apprirent à user d'une rhétorique parfaite, nous dit Yannick Blake, toujours son biographe. Les chants religieux devinrent les bases des cadences de ses phrases. Ses expériences ecclésiastiques devaient ensuite se transformer des années plus tard en récits dont il s'inspira pour écrire son premier roman, qui s'appelle La Conversion, donc. Et c'est quand il a 16 ans environ qu'il va prendre conscience de 2 réalités. D'abord, le fait qu'il préfère les garçons, ça n'est pas simple à vivre. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et puis, en écoutant une dispute de ses parents, il réalise que son père n'est pas son père biologique. D'ailleurs, à la mort de David Baldwin, c'est James qui devient l'homme de la maison et qui va devoir subvenir aux besoins. C'est l'époque où il renonce à la religion parce qu'il considère que le christianisme a plutôt eu tendance à renforcer le système esclavagiste aux États-Unis. On voit tout à fait les opinions très engagées de ce garçon. Il y a une pièce d'ailleurs qui s'appelle Le coin des amens qui va paraître en 1954. Baldwin enchaîne les petits boulots, il écrit des nouvelles, des essais, des critiques. En 1944, il rencontre Marlon Brando. Ils vont partager un temps le même appartement. On connaît la vie assez étrange de Marlon Brando dans cette immédiate après-guerre. Ils resteront amis pendant longtemps, pendant plus de 20 ans. Le deuxième roman, c'est donc La chambre de Giovanni dont je vous parlais. On est en 56 à ce moment-là. Il a 32 ans, James, et il raconte donc dans ce Paris de l'après-guerre l'histoire de ce jeune Américain, David, qui s'éprend de Giovanni pendant que sa propre fiancée, lui, qui s'appelle Ella, est partie en Espagne. Et il décrit le trouble émotionnel de David qui est déchiré entre son amant Giovanni et sa fiancée. Et là, ça va faire de ce livre un classique salué par la critique. Finalement, il a la bonne surprise de voir que sa propre famille n'est pas offensée par le contenu du livre. Bref, tout ça rapporte de l'argent, ça va permettre de changer un peu la situation. Il est toujours passionné par le cinéma, James. Il assiste d'ailleurs Elia Kazan dans certaines de ses mises en scène, collaboration qui va se poursuivre jusqu'à la fin des années 50. Il rencontre Tennessee Williams et assiste à une avant-première d'un Raisin au soleil de Lorraine Hansberry. Il rencontre aussi, tout ça, ce sont des noms archi-mythiques de ces années 50, bien entendu. Il rencontre Sidney Poitier, vous savez, qui était le grand acteur noir de l'époque, l'homme de Devine qui vient dîner ce soir. Sidney Poitier qui va évidemment l'aider, là encore, à s'accepter d'une certaine manière. C'est l'époque de blues pour l'homme blanc, la publication de la découverte de ce qui signifie être américain et de personne ne sait mon nom. Tout ça impose James comme une nouvelle voix, une espèce de conscience, si vous voulez. Il donne des conférences où il enjoint ses auditeurs, et dans les auditeurs, il y a des blancs comme des noirs, il les enjoint de s'impliquer dans ce nouveau mouvement des droits civiques. Il va faire beaucoup de voyages, il reste très fidèle à Paris, on le voit beaucoup à Istanbul aussi, et puis à New York. Il n'est pas un expatrié, dit-il, mais un commuteur, quelqu'un qui fait la navette entre son domicile et son lieu de travail, œuvrer pour que les Noirs aux États-Unis prennent réellement part à la richesse du pays sans en souffrir l'exclusion à laquelle ils étaient confrontés. Voilà ce que nous dit Yannick Blake.
la passion de James l'amène à mener des entretiens avec Ingmar Bergman, échanges qui vont nourrir la composition du roman qu'il pense ne jamais pouvoir terminer. Il est de retour en France, il rencontre Jean Genet aussi, dont il apprécie beaucoup Les Nègres, vous savez, cette pièce qui lui reviendra en mémoire quand lui-même écrira Blues pour l'homme blanc. Et puis, en 68, c'est l'assassinat de Martin Luther King, bien sûr, qui va plonger James Baldwin dans une sorte d'effroi. Il se sent rejeté par les membres extrémistes du Black Panther Party. Rappelez-vous, cette lutte entre les deux grandes tendances de la lutte pour les droits civils. Bref, il est un peu exclu de partout. On dirait que cet homme-là, aussi talentueux qu'il puisse être, et modéré dans certaines de ses approches, est né pour être exclu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va venir s'installer dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, en 70, maison toujours ouverte aux amis. On y voit Harry Belafonte, Sidney Poitier, etc. En 76, c'est l'élection de Jimmy Carter. Il écrit une lettre ouverte au nouveau président, publiée dans le New York Times, où il lui rappelle toute la responsabilité qui est la sienne à une époque où le droit des Noirs et des autres minorités sont de moins en moins respectés. Et il enjoint Jimmy Carter de ne pas oublier le rôle de l'État fédéral dans la lutte pour l'amélioration du sort des Afro-Américains. Il va y avoir, dans cette fin des années 70 et début des années 80, un mouvement qu'on a un peu oublié, qu'on a un peu passé sous silence, mais qui est très important aux États-Unis. Ces années à Saint-Paul-de-Vence sont également des années de travail, bien sûr. Il reçoit du courrier du monde entier, il y répond. En juin 86, le président Mitterrand va le faire commandeur de la Légion d'honneur, en même temps qu'un autre Américain francophile et que vous connaissez bien, c'est Leonard Bernstein, bien entendu. Baldwin va mourir d'un cancer de l'œsophage en décembre 1987. Il sera enterré dans l'Upper West Side de Manhattan. On compte 4000 personnes dans tous ceux qui sont là, qui assistent à la cérémonie. C'est Toni Morrison, sa grande amie, qui va prononcer un éloge. Elle dit « Pour moi, personne ne possède ou n'habite la langue comme tu le faisais ». Elle s'adresse à lui qui est mort. Tu as rendu l'anglais américain honnête, incontestablement international. Tu en as exposé les secrets et tu l'as remodelé jusqu'à ce qu'il devienne vraiment un dialogisme moderne, représentatif et humain, dit-elle. C'est important de souligner cette dimension essentiellement littéraire de celui dont on finirait presque par oublier qu'il a d'abord et avant tout été un écrivain. Son cercueil a traversé Harlem jusqu'au cimetière de Ferncliff à Hartselle. On est tout près de New York. Et aujourd'hui encore, si vous allez dans ce cimetière, vous verrez que la tombe de James Baldwin est très régulièrement, j'allais dire très amoureusement fleurie.